Robert Piché, pilote d'aviation civile, est né à Québec le 5 novembre 1952. C'est à l'âge de 8 ans qu'il déménage avec ses parents, ses 2 frères et sa sœur à Montjoly. Il fait ses études à Chicoutimi et obtient son diplôme d'études collégiales en pilotage d'aéronefs en 1973, à l'âge de 21 ans. La vie de Robert Piché sera faite d'aventures, de risques, de périls, de grandes épreuves, de grands combats et finalement d'héroïsme. Il a été pilote pour différentes compagnies aériennes au Québec. Il perd son emploi en 1983 chez Québécois, qui a d'importants problèmes financiers. Dans les années 80, c'est le premier grand choc pétrolier. De grosses compagnies internationales et aussi Québécois, pour lesquelles il travaillait, ne parviennent pas à passer au travers de la crise. Piché se retrouve sans emploi pendant 18 mois. La crise se continue. Piché ne voit pas le jour où il sera réembauché. En 1983, il accepte une offre du milieu. Aller chercher 1500 livres de marijuana en Jamaïque. Dès son arrivée en Georgie, il est arrêté. Il est condamné à 5 années de détention dans une prison en Georgie. Selon ce qu'il a expliqué par la suite, sa détention a été une dure épreuve, un milieu auquel il n'était nullement préparé. Sur 800 détenus, il y avait 600 personnes de race noire et 200 de race blanche. Les confrontations raciales étaient continuelles. Sa solitude était aussi amplifiée par le fait qu'il était le seul Québécois dans cette prison. Il dira qu'il était en mode survie. Robert Piché est doté d'une force de caractère et il sera libéré après 16 mois le 20 mars 1985. Cette détention le marquera pour toujours. Jamais il n'avait été brimé à ce point et victime de privations. Mais il révélera aussi que cette dure détention le servira plus tard pour accomplir l'un des plus grands exploits de l'aviation moderne. Son retour à la vie civile est difficile. Il aura plusieurs boulots, barman, chauffeur de taxi et aussi quelques contrats comme pilote pour de petits transporteurs, mais sans plus. Finalement, la compagnie Air Transat lui donnera sa chance en 1995, malgré son passé judiciaire. Les années passeront et la carrière de Robert Piché semble bien se porter. Piché a des problèmes d'alcool, mais il ne boit jamais les jours où il est en service. Une règle qu'il respectera à la lettre sans jamais faillir. Le 24 août 2001, le vol Air Transat 236 décolle de Toronto pour Lisbonne avec 293 passagers et 13 membres d'équipage. Nous sommes en présence d'un Airbus A330 qui est un avion de ligne long courrier de moyenne capacité construit par l'avionneur européen Airbus. Le commandant Robert Piché et son copilote Dirk de Jagger sont aux commandes de ce vol. Après le départ,
On propose au vol un changement d'itinéraire. On demande une route plus au sud. Le commandant Pichet était libre d'accepter ou non ce changement. Il accepta et il se rendra compte plus tard que ce changement de cap va sauver la vie de 306 personnes. Le vol se passe sans aucun incident notable. C'est un vol de routine quand l'impensable va se produire. L'avion se trouve au-dessus de l'Atlantique. Le copilote constate un problème de pression d'huile trop forte et d'une température d'huile trop basse sur le moteur droit. Le manuel d'instruction ne mentionne pas cette panne. Le centre de contrôle à Mirabel est sans réponse. Robert Pichet continue le vol normalement. Il croit plutôt à un problème informatique. Nous en sommes aux 2/3 du vol. Vingt minutes plus tard, nouveau problème. Le copilote signale un problème. Il y a déséquilibre entre les deux ailes où se retrouvent les réservoirs de carburant. Les deux hommes ne prennent pas conscience qu'ils ont une fuite de carburant dans l'aile droite. Robert Pichet décide de faire passer dans le réservoir droit le reste de carburant de l'aile gauche pour équilibrer le Airbus 330. Les deux pilotes ne font que suivre le manuel d'instruction qui leur indiquait d'effectuer cette opération. Évidemment, en cas de fuite, cette opération était contre-indiquée, mais les appareils n'indiquaient nullement une fuite de kérosène. Cette opération aura des conséquences dramatiques. Le vol Air Transat 236 est en train de se vider complètement de carburant. Les deux hommes seront bientôt confrontés à une situation critique. Le problème de déséquilibre continue. Le commandant demande à une hôtesse de l'air d'aller discrètement observer par le hublot, car il commence à prendre conscience d'une fuite. Mais la noirceur empêche l'hôtesse de bien voir. Les événements se passent à une grande vitesse. Le moteur droit s'arrête 1 heure après le début des alarmes. Le moteur gauche 15 minutes plus tard. Suite à une série de facteurs qui seront par la suite reliés entre eux, dont une faute d'entretien commise par l'équipe du transporteur. Le vol Air Transat 236 est au-dessus de l'océan Atlantique. Il n'a plus de carburant. C'est la nuit. Il plane. C'est le silence. Le vol se dirige vers une mort certaine. Le changement de cap au début du vol donne une lueur d'espoir de peut-être s'en sortir. Sinon, les deux pilotes n'auraient eu aucune alternative. Ils constatent en effet qu'ils sont à 120 km des Açores. Une base aérienne de l'Aille est prévenue de leur arrivée. À mesure que le temps passe, Robert Pichet croit de plus en plus à ses chances d'atteindre les Açores. Grâce à un sang-froid et à une force de concentration plus qu'extraordinaire, le commandant Pichet fera planer son gros porteur pendant plus de 19 minutes. Durant ce vol plané, l'avion occupait une masse totale de 150 tonnes métriques, ayant perdu plus de 15 tonnes de carburant. Mais le commandant Pichet est confronté à un problème encore plus grand. Le Airbus 330 arrive beaucoup trop vite. On ne peut envisager de se poser à cette vitesse. Pour diminuer sa vitesse, Pichet fait des manœuvres en S.
lui permettant de perdre de l'altitude et de la vitesse. Mais ce n'est toujours pas suffisant. L'avion va beaucoup trop vite. Robert Piché doit prendre une décision et très rapidement. Avant l'atterrissage fatidique à l'aéroport de Terceira, une île de l'archipel des Açores, il aura l'audace d'effectuer un virage à 360 degrés, sans aucun moteur, et ce dans le but de lui faire perdre encore plus de vitesse. Il expliquera textuellement: « Il fallait perdre la vitesse et il fallait calmer mon premier officier. Je ne voulais pas le faire, mais il n'arrêtait pas de dire que j'étais trop haut, trop vite, trop haut, trop vite. J'avais peur qu'il saute sur les commandes. J'étais inquiet. Si on se dispute pour les commandes, on va peut-être se cracher. Donc, je vais lui faire un 360 degrés. » Le commandant avait ensuite freiné sa descente en effectuant des virages en S avec son Airbus 330. C'était en réalité un vieux réflexe. Il dira: « Ça, c'est une pratique que j'avais faite à Air Gaspé quand j'étais jeune commandant. Je me suis mis dans la même position. C'est ça l'expérience. » L'avion va finalement toucher le sol à une vitesse de 370 km/h et rebondir avant de retomber 550 mètres plus loin sur la piste. Robert Piché dira textuellement: « On ne pouvait pas rebondir une deuxième fois. On aurait risqué de tomber sur une aile. La roue de nez n'aurait peut-être pas résisté. Il fallait que ça s'arrête. Et ça s'est arrêté, a-t-il dit. » Le commandant Piché a pu freiner à temps avec les freins d'urgence. L'atterrissage fut extrêmement brutal. 8 des 10 pneus de l'avion ont éclaté. Le frottement du métal sur la piste avait été si intense que la piste a été lourdement endommagée. L'aéroport de Terceira avait dû cesser ses opérations durant quelques jours, le temps de réparer les dégâts. L'Airbus a pu freiner à temps grâce aux freins d'urgence et à une longueur de piste de 3,3 km. Il est aussi à noter que la panne s'est déclarée à un moment où l'Airbus n'était qu'à 120 km des Açores. Il eût été impossible d'accomplir cet exploit si les conditions atmosphériques n'avaient pas été parfaites et surtout le changement de trajectoire accepté par le commandant Piché du nord vers le sud lui a permis d'être en direction des Açores. De plus, l'avion n'a pas pris feu. Robert Piché a réussi un exploit hors du commun. Il a fait planer un Airbus A330 sur une distance de 120 km. Il a fait des S. Il a effectué un virage à 360 degrés pour perdre de l'altitude et encore plus de vitesse. Il a réussi à atterrir sans moteur à une vitesse de 370 km/h. Il a sauvé la vie de 306 personnes. Robert Piché aura droit aux plus grands honneurs. Les passagers lui seront toujours reconnaissants et lui doivent la vie. Mais de mauvais moments vont l'attendre. L'enquête sur le vol 236 de Air Transat va débuter. Trois ans plus tard, les conclusions de l'enquête vont nous arriver et ce ne sera pas l'avantage de Robert Piché. On estime que l'équipage a commis une erreur en n'isolant pas
ou n'arrêtant pas le moteur à droite de façon à conserver son carburant. Yvan Miville-Deschênes, un expert en aviation civile, dira textuellement « C'est là l'erreur de l'équipage, de ne pas avoir arrêté ou isolé ce moteur-là à droite, de façon à conserver son carburant. » Michel Marsollet continue de blâmer Piché dans son reportage présenté au Téléjournal le 18 octobre 2004. Il dira que le pilote serait en partie responsable de la crise qu'il a ensuite dénouée avec brio. Il dira textuellement « Le rapport d'enquête reproche à l'équipage de ne pas avoir identifié la fuite de carburant dans le moteur droit et d'avoir tenté d'y transférer du carburant au lieu de voler avec un seul moteur. Résultat, l'avion s'est littéralement vidé en plein vol. » Mais Robert Piché ne se laissera pas démonter et répliquera avec aplomb qu'il n'avait aucun appareil pouvant lui permettre d'identifier une fuite de carburant et que le temps pour sa prise de décision était minime. Les accusations d'Air Transat et du rapport d'enquête ont vite été démontées. L'enquête révèle que certaines pièces de l'appareil n'avaient pas été adéquatement remplacées, ce qui a provoqué la fuite de carburant. Des systèmes de détection de fuite ont par la suite été installés sur les Airbus et le personnel a reçu plus de formation à ce sujet. Et il faut aussi mentionner que peu après, Air Transat a reconnu une erreur de maintenance et a payé une amende de 1 million de dollars. Des modifications ont été apportées permettant maintenant de reconnaître plus facilement une fuite de carburant. D'autres modifications sur le manuel, l'électronique de bord et sur l'ordinateur de bord ont aussi été effectuées. Il est aujourd'hui admis que le commandant Robert Piché et son copilote Dirk de Jager n'étaient nullement responsables de ce qui est arrivé au vol 236. Robert Piché est vu aujourd'hui comme un héros, responsable d'un exploit hors du commun et qui a sauvé la vie de 306 personnes. Robert Piché avait des problèmes de consommation et toute cette histoire, la pression des médias, vont faire en sorte que son problème va s'amplifier. À cette époque, personne n'était au courant des erreurs passées de Piché et de son emprisonnement en Georgie en 1983. Dès que la nouvelle a été dévoilée, le commandant Piché a eu besoin de tout son courage et du soutien de sa famille pour affronter les médias. Il dira textuellement « C'est vraiment la gestion du trop-plein d'émotions. Je n'étais pas habitué à ce qu'on fouille mon passé, à être suivi par les journalistes. Je ne voulais pas parler de la prison. Ma femme, mes enfants, mes frères, mes sœurs, ma mère, les amis, ils se tenaient près de moi parce que les journalistes voulaient savoir. Moi, je devais rester solide comme un roc, alors que tout ce que j'avais envie de faire, c'était de m'effondrer. La seule façon que j'ai trouvée pour gérer cette pression, c'était de prendre un verre et de tomber endormi. Durant quelques heures, j'avais au moins réussi à mettre la switch à off. Ça m'a pris 6 mois avant que je dise à mon patron que je ne pouvais pas continuer comme ça. Depuis ce temps, Robert Piché est abstinent et il dira « Mon cheminement, c'est 24 heures par jour. C'est le credo des associations anonymes, d'y aller 24 heures à la fois. » Le public de son côté était partie prenante pour Robert Piché.
on reprochait à la presse de salir le nom d'un homme qui avait sauvé la vie de 306 personnes. Le 1er octobre 2017, Robert Piché a effectué son dernier vol transatlantique comme commandant de bord d'Air Transat. À 65 ans, après 45 ans de carrière, dont 20 avec Air Transat, il était temps pour lui d'accrocher sa casquette et de laisser la place aux plus jeunes. Dans une entrevue, il avouera qu'il a eu très peur lors de cette aventure. Il pensait à ses enfants. Les médecins lui ont confirmé qu'il a eu un maximum d'adrénaline pour pouvoir accomplir un tel exploit. Il s'est toujours demandé pourquoi. Pourquoi c'est moi qui ai hérité de ce vol, alors qu'il y en avait des centaines d'autres qui étaient disponibles pour l'accomplir? Il sera hanté toute sa vie par ces questions. Son rêve était de faire le tour du monde. Il profite maintenant de la retraite pour bien visiter des lieux qu'auparavant il n'avait aucunement le temps pour le faire. Sa destination préférée demeure la France. Il dira « La France, j'apprécie qu'on y parle français. Je ne me lasse pas d'aller à Paris, à Nice, à Marseille ou dans n'importe quelle ville de France. Paris, c'est spécial. Même si ça fait 250 fois que j'y vais, je suis toujours heureux d'y retourner. J'aimais beaucoup quand notre hôtel d'escale était dans le quartier Saint-Michel. Il voulait voyager sans se faire reconnaître ni juger par ceux qui le reconnaissaient. Quand on lui demande de parler du plus bel atterrissage, il dira « Nice », sans aucun doute. Sur l'une des pistes, on arrive à 90 degrés avec le centre-ville, puis on fait un virage de dernière minute. La ville et l'aéroport sont au niveau de l'eau et avec la montagne haute de 2500 mètres juste derrière, c'est vraiment impressionnant. Et au décollage, le décollage est saisissant de n'importe quelle ville la nuit, surtout de Paris, parce que l'aéroport est pratiquement dans le centre, ou de Londres, parce qu'avoir Londres à ses pieds, c'est quand même spécial. Il révèle aussi qu'il faut être prêt à de grands sacrifices pour devenir pilote pour une compagnie importante. Il aura une savoureuse remarque. En plus d'être passionné d'aviation, un pilote doit également posséder deux qualités qui se développent mais qui ne s'enseignent pas, le leadership et le gros bon sens. Et est-ce vrai que les pilotes ont de gros égos? Bien oui, il faut avoir un gros ego pour parvenir à devenir commandant dans une grande compagnie aérienne. Mais il faut aussi savoir le laisser en dehors de la cabine de pilotage, parce qu'un ego ne prend pas de bonnes décisions. Il aura aussi une remarque qui nous font comprendre ce qu'il vit depuis plus de 20 ans. Je ne suis ni le porte-parole ni l'image d'Air Transat, mais les gens m'identifient à Air Transat. J'ai toujours ça derrière la tête, et ça aussi, ça ajoute de la pression. C'est comme si j'avais été mis sur un piédestal. Je suis devenu le commandant. Je n'ai plus droit à l'erreur. Pourtant, je ne suis pas un surhomme. Je suis un gars ordinaire à qui il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Et il remerciera Air Transat qui, malgré son dossier criminel, lui a donné sa chance.
Je ne remercierai jamais assez Air Transat de m'avoir donné l'occasion de travailler pour elle et de devenir le pilote que je suis aujourd'hui, parce que je n'étais pas parti pour ça. J'avais moi-même brisé mon rêve d'enfance. Air Transat m'a permis de réaliser mon rêve. Sans Air Transat, je ne crois pas que je serais dans le même état d'esprit aujourd'hui. Ça m'a permis de finir ma carrière en beauté. Robert Piché est toujours vivant. C'est une légende vivante. Jamais on n'a entendu qu'il était impatient avec les gens ou devant la pression médiatique. Il a fait preuve d'un sang-froid hors du commun. Il a été honoré à plusieurs reprises. Il a mis sur pied la fondation Robert Piché afin d'y traiter les troubles liés à la consommation. Pour toutes les personnes qui le connaissent, il est un héros. Il est le commandant.